Les additifs alimentaires à éviter. Je m'appelle Mathilde et je suis naturopathe spécialisée en confiance en soi. J'aide les femmes à se libérer de leur blocage et à prendre ou reprendre confiance en elles grâce à la naturopathie, l'introspection et la réflexologie faciale. Donc, nous allons voir aujourd'hui les additifs alimentaires à éviter. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner juste ici en cliquant sur le bouton rouge et à activer la cloche pour avoir les notifications puisque je publie toutes les 2 semaines du contenu, des vidéos concernant la naturopathie, la confiance en soi et pour prendre soin de toi de manière naturelle. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Salut mes petites loutres! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'additifs alimentaires et je vous partage enfin cette vidéo qui m'a demandé un petit peu de recherche quand même. Donc je vais avoir mes petites notes, faudra pas m'en vouloir si je regarde en bas un peu de temps en temps parce que je ne connais pas tout, surtout toute la classification, la nomination, c'est assez complexe. Donc voilà. Dans un premier temps, du coup, nous allons voir ensemble à quoi servent les additifs alimentaires. Ensuite, nous verrons comment les repérer sur les étiquettes. Je vous livrerai du coup un top 10 des aliments alimentaires qui sont les plus utilisés en France dans les plats préparés selon l'ANSES. Et enfin, je t'expliquerai les impacts des additifs alimentaires sur ta santé. Alors donc, à quoi servent les additifs alimentaires? Petite définition juste avant. Donc les additifs alimentaires sont des substances qui ont été ajoutées en faible quantité dans les aliments industriels et les plats préparés, afin d'en améliorer la saveur, la texture ou encore l'apparence. Et comme ils sont composés d'une molécule assez simple, plus ou moins, ils possèdent du coup tous un code qui leur est attribué par la commission du Codex Alimentarius. Et le Codex Alimentarius, c'est un document de référence dans l'industrie agroalimentaire, puisque c'est dans ce document que l'on va retrouver toutes les lois, les références, la législation, ce qui compose, ce qui cadre en fait un petit peu toute l'industrie agroalimentaire et alimentaire. Le rôle d'un additif alimentaire, du coup, est soit de garantir la qualité sanitaire du produit des aliments, donc ce sont notamment les conservateurs et les antioxydants, d'améliorer l'aspect et le goût d'une denrée alimentaire, donc c'est les édulcorants, les exhausteurs de goût ou encore les colorants. Troisième point, donc c'est de conférer une texture particulière à une denrée, ça peut être par exemple pour la chantilly, dans lequel on va ajouter des épaississants et des gélifiants. Et quatrième point, du coup, stabiliser le produit. Stabiliser, en fait, c'est garder une texture bien ferme, bien compacte ou alors bien onctueuse. Donc c'est le cas des émulsifiants, des anti-agglomérants ou encore des stabilisants. Donc il existe 2 types d'additifs, ceux qui sont dits naturels et ceux qui sont dits chimiques. Les additifs naturels, quant à eux, sont obtenus grâce aux algues, aux micro-organismes, aux extraits végétaux ou encore aux minéraux. Tandis que les additifs de synthèse, eux, sont plutôt composés en laboratoire, chimiquement, à l'aide de molécules. Pour être dans les règles, la législation française prévoit qu'un additif alimentaire ne doit pas être délétère pour la santé humaine, c'est-à-dire qu'il sera autorisé uniquement, et si et seulement si, il ne fera pas de risque, il ne sera pas risqué pour la santé du consommateur aux doses utilisées en tout cas dans l'alimentation. Mais bon, la preuve de leur innocuité ne suffit pas. Donc il y a souvent des études et des recherches qui sont faites par rapport aux additifs alimentaires et c'est pour ça que parfois certains additifs peuvent être autorisés pendant une dizaine d'années alors qu'après ils sont interdits puisque les recherches avançant, les études avançant, certains laboratoires se rendent compte des effets négatifs de certains additifs et c'est pour ça qu'après ils peuvent être
totalement interdit. Pour pouvoir être utilisée, une substance doit donc faire la preuve de son intérêt. Ainsi, les additifs ne sont utilisés et approuvés que si l'effet technologique peut être démontré ou si leur emploi n'est pas susceptible de tromper le consommateur. Avant d'être autorisés par la Commission européenne de l'alimentation, les additifs vont passer et être soumis à des évaluations de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le FSA. Et donc c'est sur cette base que la Commission établit une liste des additifs qui peuvent être utilisés ou non. Et ceux qui seront autorisés se verront attribuer la lettre E suivie d'un numéro, en indiquant les aliments dans lesquels ils peuvent être introduits et les quantités doses maximales qui peuvent être ingérées. Du coup, seuls les additifs qui sont présents sur cette liste établie par la Commission européenne et l'Autorité européenne de la sécurité des aliments peuvent du coup être ajoutés dans les denrées alimentaires et être affichés sur les étiquettes. Donc, si tu lis les étiquettes, tu vas sûrement vouloir un peu plus d'éclaircissement. Et c'est ce qu'on va voir, comment les repérer sur les étiquettes. Si tu fais tes courses, tu as sûrement dû déjà retourner ton produit et tu as pu voir qu'il y a de nombreux codes derrière ces étiquettes et du coup tu as certainement dû te demander à quoi cela correspondait. Et tu as dû trouver des drôles de numéros précédés de la lettre E majuscule. Donc typiquement dans un plat préparé, on retrouve des épaississants, du glutamate, du colorant ou encore les agents aromatisants. Donc les épaississants, par exemple, tu as le E417, le glutamate pour la saveur, tu vas retrouver le E621, le colorant, tu vas retrouver le E100 et l'agent aromatisant, généralement, c'est du E322. Donc les sulfites et les conservateurs sont à éviter au maximum parce qu'ils vont donner de très fortes allergies. Je t'expliquerai du coup un peu plus loin dans la vidéo, ça fait partie des effets négatifs des additifs alimentaires sur ta santé. Bref, pour t'expliquer, les E100 ce sont les colorants, les E200 ce sont les conservateurs, les E300 ce sont les antioxydants, les E400 ce sont les épaississants et les texturants, les E600 ce sont les exhausteurs de goût et les E900 ce sont, en fait c'est la catégorie autre, ce sont tous les autres, donc les édulcorants, les gaz de propulsion, les cires, etc. Aujourd'hui, plus de 300 additifs alimentaires sont autorisés. D'après UFC Que Choisir, le magazine, 87 additifs alimentaires sont suspects et seraient à éviter. Sur leur site internet quechoisir.org, tu peux retrouver un tableur sur lequel tu peux faire ton tri et retrouver des couleurs. Ces couleurs, ce sont les classifications des additifs alimentaires, c'est-à-dire qu'ils classent la dangerosité des additifs. Le vert correspond à acceptable, le jaune à tolérable, le orange en peu recommandable et le rouge à éviter. Donc je t'ai mis en description le lien si tu souhaites aller y faire un tour et regarder un petit peu la composition des étiquettes de ce que tu as acheté comme aliment, comme peut-être plat préparé, et vérifier du coup la dangerosité des additifs alimentaires. On passe maintenant à la troisième partie de cette vidéo, le top 10 des additifs alimentaires les plus utilisés. Donc, toujours selon l'ANSES, donc l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 10 additifs seraient les plus utilisés dans les plats préparés et dans nos aliments. Donc, je vais te les lister, je les connais pas par cœur, je vais regarder mes notes. Donc, tu as en tout premier l'acide citrique, le E330, qui est un régulateur d'acidité et qui préserve la qualité du produit. L'acide citrique naturel, tu le retrouves surtout dans le citron ou encore le vinaigre blanc. Ensuite, tu as l'acide ascorbique, le E300 qui est un antioxydant. L'acide ascorbique, de manière naturelle, c'est un équivalent à la vitamine C. Les amidons modifiés, donc les E400 jusqu'à E452, ce sont les épaississants. La lécithine, enfin de soja et autres, donc toutes les lécithines,
ce sont les E322 et ce sont les émulsifiants. Les nitrates et les nitrites que tu peux retrouver dans ton jambon, c'est équivalent à la fourchette E249 jusqu'à E252 et ce sont du coup des conservateurs. Le dioxyde de soufre, lui, est identifiable sous le E220. Les sulfites et dérivés que tu peux retrouver notamment dans le vin, c'est du E221 à E228. Les pectines, donc c'est le sucre que l'on peut retrouver notamment dans les fruits, dans les compotes, dans les confitures, c'est le E440, c'est pour donner une texture. Donc après tu peux les retrouver un petit peu partout, hein, ils sont pas forcément dédiés à ces produits-ci. Les édulcorants, donc l'aspartame, c'est le plus utilisé, donc c'est le E951, et l'acésulfame de potassium, c'est le E950. Et ensuite, on a le glutamate monosodique, le E621, qui lui est là pour exhauster le goût, améliorer le goût de tes aliments. Donc petite parenthèse sur le glutamate, parce que moi c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a quand même un peu déboussolée, j'ai envie de dire. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai toujours pas d'avis sur la question. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc il y a eu une polémique il y a quelques années aux États-Unis qui disait que les cellules de fœtus qui sont issues des IVG se retrouvaient du coup dans notre nourriture sous le nom de glutamate et c'était du coup suite à l'association de PepsiCo avec un laboratoire de biotechnologie qui s'appelle Cenomix. Et donc certains démontrent par A plus B que oui, c'est un fox et donc il n'y a pas moyen que ça soit vrai. Donc apparemment ce serait une association mais pas dans ce sens-là, pas pour utiliser les cellules de fœtus. Et d'autres disent que si, c'est vrai et ils en sont absolument persuadés et du coup savoir qui a raison honnêtement, je ne sais pas. Ça me paraît grotesque quand même cette histoire de cellules de fœtus dans le glutamate. Et en même temps, je me dis, ouais, mais vu tout ce qu'on est capable de nous faire manger suite au scandale, par exemple, de Findus avec la viande de cheval, par exemple, pour n'en citer qu'un de scandale, je sais pas. Je me dis que c'est possible et en même temps, je me dis que c'est pas possible. Voilà, il y a pas mal d'études qui disent que c'est vrai, enfin d'articles, et il y a pas mal d'articles qui disent que c'est faux, et que c'est un peu des légendes et des rêves américains. Voilà, faites-vous votre idée et échangeons là-dessus dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis voilà, donc si tu veux te faire ton propre avis et aller faire tes recherches là-dessus, sache que tu vas trouver une multitude d'articles à ce sujet, autant des pour que des contre. Voilà, à toi de chercher et de voir ce que tu peux te faire comme avis. Bref, selon moi, le mieux, c'est de consommer au maximum les produits les plus bruts ou les plus bio possibles. Et s'ils ne sont pas bio mais qui proviennent de ton jardin, tant mieux. S'ils sont cultivés par toi-même, tant mieux. Si tu mets pas beaucoup ou pas du tout peut-être de pesticides, de glyphosate ou autre, fonce parce qu'ils auront nécessairement une meilleure qualité nutritionnelle que ce que tu peux acheter dans le commerce. Et si tu veux revoir ton alimentation et faire un petit bilan ou un rééquilibrage alimentaire, sache que je suis là pour ça. Tu peux réserver une consultation avec moi, il n'y a aucun souci pour un petit suivi et avoir un rééquilibrage alimentaire dans le sens où tu vas retrouver une alimentation la plus vitalogène possible. Et il faut savoir qu'un cancer sur 2 est dû à une mauvaise alimentation, à une alimentation transformée et non équilibrée. Maintenant, on attaque la dernière partie de cette vidéo, donc les impacts des additifs alimentaires sur ta santé. Donc il y a deux types d'impacts, deux types d'effets qui sont possibles sur ta santé et qui ont été énumérés et trouvés
par des études selon le CED, donc le Centre européen d'études du diabète. Donc on va voir ensemble premièrement les effets positifs. Donc dans les effets positifs, ils luttent contre l'obésité, dans le sens où les édulcorants donnent un goût sucré aux aliments, mais en même temps ils n'apportent pas de calories comme peut l'apporter le sucre. Donc il y a moins besoin d'apporter de sucre, vu qu'ils ont un plus fort pouvoir sucrant que le sucre, et donc on observe une réduction quand même de l'obésité, ou encore de l'athérosclérose et des caries dentaires. Cependant, les édulcorants sont quand même à prendre avec ultra modération, parce que voilà, il y a eu des études qui ont été faites en disant que c'était un aliment qu'on prenait depuis très très récemment et qu'on ne connaissait pas encore suffisamment les effets secondaires des édulcorants. Certains en sont malades, certains ont des allergies à cause des édulcorants, donc attention. Il y a des effets positifs, oui, mais c'est comme tout, les consommer avec modération. Deuxième effet positif, du coup, il y a une prévention contre les maladies cardiovasculaires, parce que les lécithines, et notamment la lécithine de soja, qui est un émulsifiant, est aussi un anticholestérol naturel qui solubilise les graisses dans le sang. Donc cela évite les dépôts graisseux autour des parois des artères, et du coup ça permet de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Maintenant on va voir les effets négatifs, qui sont un petit peu plus nombreux quand même. Donc il y aurait un lien possible avec l'hyperactivité. On se rend compte ces derniers temps que les enfants sont de plus en plus hyperactifs, et on s'est rendu compte que c'était notamment dû à des additifs alimentaires comme les édulcorants ou encore le glutamate. Mais aussi les colorants. On s'est aperçu que plus les enfants mangeaient des bonbons colorés ou avaient une alimentation avec beaucoup de glutamate, d'édulcorants ou de colorants, devenaient de plus en plus hyperactifs. On remarque également des problèmes intestinaux. Et en fait, les additifs peuvent provoquer des dysfonctionnements au niveau de l'absorption intestinale et un bouleversement de la flore intestinale. Ton microbiote devient complètement déséquilibré. On voit de plus en plus d'allergies aussi chez les personnes qui consomment des additifs alimentaires, qui consomment des plats préparés, notamment au restaurant. Il y a certaines personnes qui ont des allergies assez violentes, notamment aux sulfites qui sont contenus dans le vin, ou encore au glutamate qui est un exhausteur de goût que malheureusement on le retrouve partout, et on voit parfois des éternuements assez violents suite à un plat qui aurait eu beaucoup de glutamate, par exemple tous les plats en sauce. Il me semble que les plats de fruits de mer aussi. Info à vérifier d'ailleurs, ça je le mets en grosse parenthèse parce que je suis pas certaine du tout. Mais voilà. Et ensuite il y a le phénomène d'accoutumance dû du coup aux exhausteurs de goût, donc au glutamate, qui pousse sans arrêt à la consommation de produits sucrés, par exemple le petit paquet de Paquito, qui est un paquet qui contient des paquets individuels, donc 3, qui contiennent eux-mêmes 8 gâteaux. Ouais, il y en a 4 et 4, donc ouais, 8 gâteaux. Comme ils inhibent l'appétit, ces exhausteurs de goût, bah forcément on va avoir tendance à en manger, et à en manger. Et à en manger. Et en plus c'est bon. Et en plus c'est sucré. Et plus c'est sucré, plus on adore. Et plus on en mange. Et comme on ne ressent pas sa faim, ça pose problème. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une prochaine vidéo sur ce sujet, c'est-à-dire une vidéo où je t'expliquerai comment lire tes étiquettes, où je mettrai peut-être des exemples, certainement des exemples d'ailleurs, d'étiquettes que j'irai chercher un petit peu partout. Et peut-être t'entraîner parce que je vais peut-être faire... je sais pas encore comment je vais la tourner, donc c'est pour ça que je dis beaucoup de peut-être. Dans l'idée, je voudrais faire une vidéo du coup sur comment lire les étiquettes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait et comment vous voudriez qu'elles soient mises en place, qu'est-ce que vous voulez que je traite exactement dedans. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai un petit quelque chose à te dire. N'hésite pas à aimer si tu as adoré cette vidéo, à la partager au plus de personnes que tu peux si tu penses qu'elle serait intéressante, et à t'abonner surtout si tu veux plus de contenu de ce genre, puisque je publie 2 vidéos par
par mois. Donc en fait, je publie toutes les 2 semaines et on se retrouve le dimanche à 16h. Et bien sûr, sur cette chaîne, tu trouveras à chaque fois du contenu pour résoudre tes problèmes de confiance en toi ou alors pour prendre soin de toi de manière naturelle, avoir un mode de vie qui te correspond. Et bien sûr, tu pourras libérer tes blocages et passer de la Cendrillon apeurée, toute timide, à la reine toute puissante, indépendante et confiante grâce à la naturopathie. Sur ce, je te souhaite une excellente journée.